Et on va demander à Thomas Yaptef maintenant de me rejoindre, car je parle de moi-même à la troisième personne du singulier. Thomas, avec toi, tu es expert conseil indépendant en agrivoltaïsme. Et l'idée, c'est d'avoir un cas d'usage sur caractériser les territoires pour étudier la faisabilité de projets photovoltaïques. Ça va être le sujet de ton intervention. Voilà. C'est bon, vous m'entendez? C'est bon. Attends, avant d'arriver ici, donc bonjour et merci pour la présentation, Pierre. Du coup, voilà, la présentation que je vais vous proposer, elle est moins spécifique que la présentation d'un outil ou de robotique vraiment appliqué à la caractérisation d'un territoire, puisque l'enjeu, il est plutôt de vous sensibiliser à comment, dans un domaine d'activité spécifique qui est celui du développement des énergies renouvelables, les énergéticiens vont utiliser de la donnée publique pour caractériser en fait un espace et pour déployer des projets d'énergie renouvelable. Donc tu travailles, je ne l'ai pas dit, pour des collectivités, pour des énergéticiens, des agriculteurs éventuellement qui veulent maîtriser un petit peu des stratégies de développement de projets. Peut-être que tu peux commencer par nous rappeler comment ça s'organise un projet photovoltaïque. Exactement, oui. Du coup, c'est l'idée. En fait, un projet d'énergie renouvelable, c'est un projet qui est déconcentré, donc qui va être un peu présent partout sur les territoires en France, à comparaison de ce qu'on peut trouver dans les énergies thermiques, dans le Oui, nucléaire. une centrale nucléaire, on n'en Voilà. a pas dans tous les coins. Et c'est vrai que du coup, dans mon cas d'activité, je suis plutôt spécialisé dans le photovoltaïque, donc c'est là-dessus que je vais me baser, mais en fait, on a le même schéma de réflexion dans l'éolien, par exemple. Et c'est vrai que donc, le développement d'un projet d'énergie renouvelable, en contexte, il se crée en 3 phases significatives, qui sont le développement, la construction du projet, et ensuite l'exploitation du projet une fois qu'il est construit. En ordre de grandeur, en termes de temporalité, pour développer un projet d'énergie renouvelable, on va prendre 2 à 3 ans à caractériser le site, obtenir les autorisations pour construire le projet, et ensuite on va prendre environ 2 ans à réussir à mettre en place les démarches de raccordement et à construire le site d'énergie renouvelable. Donc c'est des projets qui demandent pas mal de temps de réflexion, mais derrière pour être exploités pendant une durée de 20 à 40 ans. Donc c'est des projets qui sont à viser long terme. Et en fait, dans ces phases-là, ça se décompose de manière assez large. Je vais être très synthétique là-dedans. En fait, l'enjeu, c'est que dans toutes ces phases de développement et de construction et d'exploitation du projet, on va utiliser de la donnée. Et on va l'utiliser de manière différente. C'est-à-dire que quand on est dans une phase initiale de projet, c'est là où on va utiliser le plus de données publiques, parce que c'est à ce moment-là en fait, qu'on a besoin de caractériser le potentiel site, de caractériser les besoins en surface par rapport en fait, à une distance de raccordement, pour faire un équilibre en fait, économique dans le projet par rapport en fait, à un ensoleillement, par rapport à des contraintes qu'on pourrait avoir sur le site. Justement, peut-être qu'on peut passer aux critères de sélection de Voilà. ces territoires qui renvoient du coup aux données nécessaires Exactement. à aller chercher. En fait, c'est voilà, les critères, en fait, on va les déterminer vraiment en phase amont. Ensuite, on va avoir des collectes de données pour confirmer en fait les hypothèses qu'on aura eues en début de projet et pour aboutir in fine à la construction du site. Et ces critères-là, en fait, ils sont assez simples en premier abord, en tout cas, quand on va recommencer à regarder un site. Ils sont très larges, mais ils sont assez simples. En fait, on va regarder des critères qui sont vraiment plutôt de l'ordre technique, c'est-à-dire côté énergéticien, où est-ce que je peux me raccorder, quel est l'ensoleillement, est-ce que c'est une zone qui est accessible par des engins de chantier, en fait, est-ce qu'on pourra accéder à la construction de ce site-là. Après, on va avoir des critères qui sont plus géotechniques, donc quand je dis géotechnique, c'est vraiment des critères plutôt d'ingénierie, donc quel est le relief, quelle est l'exposition, est-ce qu'on a des enjeux liés à l'érosion, liés à des mouvements de terrain, parce qu'on est par exemple sur une ancienne décharge qui peut bouger. Est-ce qu'on a des enjeux liés à l'inondation? Auquel cas, est-ce qu'on doit prévoir des structures adaptées si on a des enjeux modérés et qu'on peut quand même implanter une installation solaire dans le secteur? Donc c'est des critères qui sont nécessaires à observer, qu'on trouve en fait en data publique. Donc je présenterai un peu les endroits où on les trouve juste après. Après, on a des critères liés à l'urbanisme, et en fait, ça, c'est pareil, c'est de la donnée qu'on trouve très facilement en fait, en ligne. Il y a des bases de données, même des outils, des sites qui regroupent en fait l'ensemble des informations sur l'urbanisme.
pas toujours à jour, mais quand même relativement efficaces, qui nous permettent en fait de déterminer dans quel cadre on se situe sur un site. Derrière, après, on a les critères environnementaux, en fait, qui vont être la grosse base de regard d'un opérateur. Les fameux zonages dont je parlais tout à l'heure. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va commencer à initier la recherche pour développer un site en énergie renouvelable, les premières choses qu'on va regarder, c'est les conditions en fait, environnementales pour exclure toutes les zones où il y aura un potentiel impact trop important de l'implantation. Et du coup, en fait, tout ça, c'est de la donnée majoritairement carto, qu'on peut aussi récupérer sur des outils et traiter après chez les opérateurs en propre avec des outils carto. Mais en fait, c'est de la donnée qu'on peut d'ores et déjà trouver. Donc, j'illustrerai ça juste après sur la manière dont on peut récupérer de la donnée pour en fait comprendre un territoire. Et voilà. Et après, le dernier enjeu, il est plutôt lié au patrimoine, paysage. Ça, c'est pareil. En fait, on a des conditions réglementaires. Selon les technologies, ce n'est pas les mêmes conditions. C'est-à-dire que quand on est sur de l'éolien, on ne va pas s'implanter à plus de 500 mètres d'une habitation. Donc en fait, quand on fait un traitement de zone d'implantation, en fait, il faut imaginer une cartographie que vous verrez avec des secteurs, avec des zones d'évitement qui sont assez larges. On imagine qu'on ne va pas planter une éolienne à côté d'une cathédrale du XIVe siècle. Exactement. Un site solaire non plus. Mais du coup, dans l'idée, c'est effectivement ça. C'est-à-dire que les sites classés vont avoir un impact et les habitations, en règle générale, vont avoir un impact sur cette analyse du territoire. Et du coup, c'est essentiellement des informations qu'on va traiter en début de projet, puisqu'en fait, tout ce qui va être traité en début de projet, c'est un peu le même cas que ce qu'on voyait pour le cas de l'eau, en fait. Il y a toute une partie de la donnée qu'on peut traiter sans forcément être présent sur le terrain, de manière en fait à économiser du temps de recherche qui serait en fait caractérisé par des études plus précises et en fait qui viendraient un peu être inutile si on se retrouve en fait à par exemple lancer une étude géotechnique alors qu'on n'avait pas identifié un enjeu patrimoine ou environnemental de base sur le projet. Qui était un no-go dès le départ. Exactement. On passe aux sources de données. Exactement. Donc du coup, les sources de données, en fait, elles sont multiples. Je les ai un petit peu simplifiées ici par rapport en fait aux différents critères que j'ai donnés avant. C'est-à-dire que typiquement sur les données techniques, on a des datas sur le productible qui sont des datas accessibles sur des outils comme PVGIS, qui est un outil public qui regroupe en fait un ensemble qui croise en fait les données des données satellitaires et qui permet de calculer un productible sur les énergies renouvelables, notamment le solaire. Donc en fait, on va dire c'est un potentiel de production énergétique. Exactement. Et ça, c'est vraiment un logiciel, si je peux dire, un outil très basique chez les opérateurs, puisque ça leur permet de faire des modèles économiques simplifiés. Alors, ça leur permet d'identifier en fait des seuils sur lesquels ils vont pouvoir en fait aller travailler. C'est-à-dire que on a envie d'aller travailler, quand on est un opérateur en énergie renouvelable, on a envie d'aller travailler partout sur le territoire, mais il y a des contraintes économiques qui ne le peuvent pas, parce qu'en fait, il n'y a pas le même ensoleillement dans le nord que dans le sud, par exemple, donc on ne peut pas travailler sur les mêmes types de projets. Derrière, on a d'autres sites, donc pour le raccordement, on a des données en fait, qui nous permettent dans les territoires de savoir où sont les postes d'énergie renouvelable, quels sont les postes de transformation qui nous permettront d'injecter des énergies renouvelables supplémentaires sur un territoire, et qui vont nous permettre aussi de découvrir quand est-ce qu'il y a des chantiers qui vont permettre d'augmenter la capacité à raccorder dans un territoire. Parce qu'en fait, on a beau vouloir mettre des énergies renouvelables partout, si tant est qu'on veuille en mettre partout, en fait, on peut se retrouver dans une situation où même si on a des projets, ils ne viendront pas voir le jour parce qu'ils ne peuvent pas être raccordés à un réseau public. Donc c'est quelque chose qui est important. Derrière, en fait, on regarde les enjeux topographie. Et là, on a des bases de données en topographie très faciles. On va les confirmer derrière avec souvent sur le site en développement avancé, en données terrain, avec du lidar, avec des relevés de terrain. Mais on commence déjà en fait, à pré-traiter avec des données publiques. Derrière, en fait, il y a toutes les données environnementales qu'on trouve sur Géoportail, sur Datagroove, sur les sites de Adreal pour les zonages spécifiques à la protection d'espèces. Donc, c'est des choses qui sont très utilisées. Et pour les risques, pareil, il y a des outils en ligne, donc, comme GeoRisk, que j'ai donné en exemple ici, qui listent l'ensemble des risques sur un site donné. Et après, il y a les DDT qui vont creuser avec les arrêtés, avec les éléments plus précis, qui nous permettent en fait, de creuser la réalité de l'implantation d'un terrain. Derrière, après, sur la partie agriculture, notamment pour le cas de l'agrivoltaïsme, qui est vraiment le sujet en fort développement sur les territoires ruraux en ce moment, en fait, on va vraiment chercher à regarder les RPG, comme dans le cas de l'eau. En fait, on va regarder les RPG, on va regarder les informations qu'on peut avoir sur Datagroove qui vont nous permettre de caractériser le potentiel d'un développement de projet, parce qu'un projet agrivoltaïsme, ça demande à développer aussi d'être en adéquation avec une filière agricole, donc il faut quand même regarder un peu l'ensemble du territoire agricole.
Et après, tout ce qui est urbanisme, on va avoir des sites, comme je disais, géoportail de l'urbanisme, des sites de mairie qui nous permettent de qualifier en fait, des possibilités, des go, no-go, comme tu disais. Voilà. Dernier site, c'est les propriétés foncières. Les propriétés foncières, c'est hyper important quand on fait du développement de l'aménagement. En fait, ça peut être le cas pour un opérateur, mais pour quelqu'un qui fait un promoteur ou quoi. Et en fait, il y a aussi pareil de la donnée publique qui nous permet d'avoir accès à l'ensemble des propriétés des personnes morales en France. Donc en fait, il y a des outils qui nous permettent de savoir, par exemple, l'Institut Agro, qu'est-ce qu'il possède, où est-ce qu'il le possède. Et en fait, ça nous permet de déterminer où est-ce qu'on pourrait implanter, avec quel partenaire on pourrait travailler pour développer des projets d'énergie renouvelable. Peut-être une illustration du Exactement. croisement de toutes ces données? Voilà, donc ça c'est par exemple une illustration du productible en énergie renouvelable, c'est-à-dire que ça c'est sur le logiciel, une extraction du logiciel PVGIS qui nous permet en fait de déterminer une valeur de production par rapport en fait à des caractéristiques qu'on rentre dans l'outil. On va rentrer une inclinaison, une zone géographique et en fait et un type d'installation de panneaux par exemple, et ça va nous permettre de calculer un nombre d'heures d'ensoleillement à l'année, d'en déduire un productible et de savoir, par exemple, le nombre de personnes alimentées, le modèle économique, etc. Et après, derrière, quand on va regarder sur de la caractérisation de territoire, j'ai pris un exemple relativement simple. J'ai pris un département qu'on connaît un petit peu, l'Hérault, et j'ai juste rajouté au fur et à mesure des couches de données par rapport à ce que j'ai décrit auparavant. Donc en fait, dans les couches de données, on commence à rajouter par exemple les couches environnementales. Ce que je vous disais, c'était les premiers éléments en fait, qu'on va regarder, c'est quels sont les enjeux environnementaux. Donc les zones classées Natura 2000, les zones d'intérêt faunistique, floristique, on va toutes les répertorier pour savoir les zones à risque. Derrière, on va ajouter les zones, typiquement les parcs naturels régionaux. Donc les zones en fait, là où la collectivité a décidé d'avoir une implication dans les énergies renouvelables et de contrôler le développement des énergies renouvelables par rapport à des objectifs de biodiversité, d'aménagement, etc. On va regarder aussi les plans d'urbanisme, savoir en fait à quel niveau on peut aménager le territoire avec des énergies renouvelables. De ça, après, on va aussi étudier l'ensemble des risques. Donc pareil, là on est sur du macro. Quand on zoome, on va avoir vraiment des données très ciblées. Je vous montrerai une carte macro après également. Mais dans l'idée, c'est qu'en fait, on va utiliser ces données-là de risque pour savoir où est-ce que j'ai des zones rédhibitoires. Par exemple, si je suis dans une zone proche d'une zone forestière dans le sud de la France, je suis opérateur, je dois prendre en considération le fait qu'il y a un risque incendie. Donc je dois prévoir des pistes beaucoup plus larges que ce que je ferais dans une zone très humide dans le centre ou le nord de la France. Du coup, en fait, ça va avoir un impact dès le début du projet et ça va être identifiable dans de la donnée publique. C'est ça qui est hyper intéressant dans le métier d'un opérateur, c'est que c'est facile de se lancer en fait en tant qu'opérateur pour identifier des zones de travail. Pour caractériser les territoires d'intérêt. Et donc, du coup, après, on a les caractères patrimoniaux qui sont disponibles, pareil, en open data, très facile à identifier pour voir les contraintes, etc. Donc, en fait, ça fait un grand nombre de contraintes qui sont visibles. Et après ça, on va y rajouter nos capacités de raccordement. Comme je vous montrais là, ça, c'est par exemple un exemple à échelle intercommunalité élargie. En fait, on a un nombre de postes assez conséquent. Il y a beaucoup de zones de raccordement dans le secteur Hérault. C'est une bonne nouvelle. Et après, dans ces zones de raccordement, il y a des objectifs qui sont définis par les régions et qui nous permettent de définir si on est capable encore de rajouter des énergies renouvelables dans ce territoire ou si pour l'instant on ne peut pas, on est saturé. Et du coup, ça nous permet encore une fois d'identifier. Et donc en fait, tout ça mis en commun, ça nous donne en fait des cartographies qui sont assez fournies, qui nous permettent de vraiment limiter les zones de recherche à des secteurs qui sont privilégiés pour déployer des énergies renouvelables. Et en fait, là, on est sur des cartographies en macro, donc qui paraissent très brutes. Quand on va dans le micro, en fait, les regarder sur un territoire donné, par exemple, une échelle... Il suffit de zoomer et on se rend compte qu'on trouvera peut-être des espaces Exactement. Et après, dans ces espaces, on va y appliquer le RPG pour regarder s'il y a des implantations sur des secteurs sur lesquels on n'aurait pas le droit de s'implanter. Parce que ça rajoute après pas mal de réglementation sur ça. Et en fait, du coup, c'est tout le travail d'un opérateur, c'est initialement d'identifier ça. Ou d'un expert indépendant qui, typiquement dans mon cas, de travailler en fait avec une collectivité qui aura peut-être pas la capacité d'analyser en fait ce genre de carto à date. En fait, l'enjeu c'est de pouvoir en fait les accompagner pour regarder ça d'un regard un peu expert pour apporter en fait du conseil là-dessus. Donc ça c'est pour le solaire. Sur l'éolien, sans vous faire peur,
on est sur des choses qui sont beaucoup plus contraignantes, c'est-à-dire que les zones d'implantation en éolien, en France, sont très très restreintes, parce qu'en fait, on rajoute les contraintes aéronautiques et militaires, qui sont très larges, on rajoute les contraintes habitation, interdiction de s'implanter à moins de 500 mètres d'une habitation. Comme je vous disais, tous les ronds, en fait, c'est dans des zones rurales où en fait, on ne va pas pouvoir s'implanter, et ça réduit considérablement en fait, les zones où les opérateurs peuvent développer l'éolien. Là, typiquement, pour qu'on se rende compte, je ne suis pas sûr de savoir lire cette carte, où est-ce qu'on peut l'implanter? Alors là, on va pouvoir implanter dans les petites zones rondes bleues du sud des Corbières, par exemple. Mais par contre, en fait, là, c'est sans compter les enjeux des plans nationaux d'action. Ce point-là, c'est un endroit où je peux me connaître? Potentiellement. Oui, Potentiellement, mais par contre, en fait, on va se retrouver avec d'autres contraintes à creuser en détail. C'est-à-dire que dans ce secteur-là sud, on est quand même dans des plans nationaux d'action, donc dans des plans de protection de certaines espèces. Et il faut confirmer ça avec des bureaux d'expertise en environnemental pour voir si le projet ne va pas impacter la vie d'une espèce donnée. Oui, là, on n'est que sur un premier filtre avant l'enclenchement de la démarche ERC, exactement. éviter, réduire, compenser. Voilà. Et du coup, en fait, ça rejoint ce que j'expliquais en fait, initialement, à savoir en fait, la première partie des données qui est accessible en data open, elle permet vraiment de caractériser les bases d'un projet. Une fois que ça s'est fait, il y a un échange avec le propriétaire via les données publiques sur le propriétaire. Et derrière, en fait, c'est là que tout le travail d'ingénierie précise sur le terrain va être mis en place pour échanger avec les opérateurs qui vont collecter les données et déployer le projet. Pour conclure, du coup, on peut se dire aussi, j'imagine que toutes ces données permettent d'objectiver les situations et ça peut être des cartes qui sont remobilisées dans les processus de concertation. Oui, en fait, il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup d'évolutions réglementaires en, fait, en France sur le volet des énergies renouvelables, notamment des zones d'accélération qui sont mises en place au fur et à mesure dans les territoires et en fait qui sont clairement inspiré de ces jeux de données, en fait, de l'interprétation de ces données, parce que en fait, c'est les territoires qui prennent en main au fur et à mesure les connaissances sur les énergies renouvelables. Moi, mes énergies renouvelables, je veux qu'elles s'implantent ici. Exactement. Et je dédie ce territoire à ça. Pour éviter en fait les débats publics un peu qui ont lieu dans les énergies renouvelables tout le temps, notamment je prends le cas du photovoltaïque. Souvent, le débat contradictoire qu'on va avoir en contrepartie, c'est pourquoi ne pas implanter l'ensemble des toitures qu'on voit en France plutôt qu'aller se mettre dans des territoires. Sur le sol, etc. Et en fait, quand on regarde les zones d'implantation limitées, quand on regarde les orientations des toitures, quand on regarde le budget que l'État veut mettre en fait, dans les énergies renouvelables, on se retrouve très vite contraint à devoir travailler dans certains secteurs. Et c'est pour ça que ce travail de qualification et d'interprétation initiale, il est assez primordial en fait, dans la bonne identification des territoires. Et c'est pour ça que les zones d'accélération, elles se mettent en place de plus en plus. Et donc voilà, c'est la conclusion de l'intervention, si ce n'est que n'oublions pas que on est quand même encore sur la phase montante des énergies renouvelables, donc c'est un sujet en grand essor, et en fait de la pression entre guillemets des opérateurs énergétiques sur les territoires ruraux, il y en a et il y en aura de plus en plus parce que les besoins en fait en énergie renouvelable sont conséquents, et du coup en fait c'est d'où l'intérêt de bien caractériser les lieux, de bien caractériser les conditions d'implantation, les interactions quand on parle de l'agrivoltaïsme, parce que c'est des choses qui sont plus spécifiques, pour pouvoir à chaque fois anticiper comment faire en sorte que ça se passe de la meilleure manière. Oui, et puis peut-être aussi équilibrer les rapports de force dans la négociation entre des acteurs des territoires et des énergéticiens. Exactement. C'est ce que je comprends en creux de ton discours. Merci beaucoup Thomas pour ton intervention. On l'applaudit chaleureusement. Est-ce que vous avez une question qui brûle les lèvres avant qu'on enchaîne sur la présentation suivante? Une question très courte qui appellera une réponse courte. Juste ce qui m'interroge sur tout ça, c'est l'absence d'un organisme qui centralise toutes ces données et ces contraintes et qui permet à n'importe quel acteur de se renseigner directement sur des données centralisées. Est-ce que vous savez s'il y a des initiatives qui sont dans cette direction-là? Oui, en fait, c'est justement le travail en cours sur notamment la définition des zones d'accélération. Il y a encore aussi des décrets qui arrivent au fur et à mesure, c'est-à-dire, je pense à l'agrivoltaïsme, il y a un décret qui a été mis en place il y a à peu près 2 semaines, qui un peu donne un cadre à l'application des centrales. Donc, il y a de la centralisation qui permet de mettre des règles du jeu plus claires, mais on part de quelque chose qui est très innovant à la base dans les métiers, dans l'aménagement, dans tout ça. On est sur quelque chose qui est plutôt nouveau, ça a 15 ans le solaire. Et du coup, en fait, le temps de déployer les outils, de le comprendre et de le mettre en place, ça prend un peu de temps. Et les zones d'accélération, elles avaient pour objectif d'être définies dans tous les territoires à fin 2023. Dans les faits, oui, il y a les zones, il y aura encore de l'adaptation sur ces zones d'accélération, mais c'est vraiment
quelque chose qui a vocation. Par contre, un outil qui centralise tout et qui vous dit là, vous pouvez mettre une centrale, là, vous ne pouvez pas, ça n'existe pas vraiment parce que c'est à chaque fois de l'adaptation liée à quelle est la contrainte la moins majoritaire pour pouvoir implanter ce Encore projet. une fois, il y a derrière ça aussi des enjeux politiques au Oui. sens noble du terme. Et puis tant mieux pour toi, sinon tu aurais déjà plus de travail. Oui. Alors que ça reste quand même un métier en développement. Merci beaucoup. Je vous propose de garder la question pour plus tard. On est déjà, ou de vous poser la question en bilatéral, on est un petit peu à la bourre. L'accélération, ça concerne que le territoire des communes. Oui. Pas le territoire privé. Alors, je rappelle posez du coup la question, ou le commentaire dans le micro pour que les gens en ligne C'est puissent juste entendre. concernant les zones d'accélération, c'est des zones d'accélération qui sont mises en place soit par les communes, soit par les EPCI. Ça n'a rien à voir avec de l'énergie renouvelable privée. Donc ça ne concerne souvent pas l'agri-photovoltaïsme. Ça ne concerne que ce que les communes mettent en place pour s'il y a une mise en place d'éoliennes ou autre chose. Oui, alors effectivement, après c'est quelque chose qui est en fait un outil qui va être complété par rapport à d'autres outils qui existent déjà, à savoir les directives des parcs naturels régionaux, les directives de l'urbanisme, etc. Donc c'est des outils qui sont hyper complémentaires et qui sont nécessaires en fait. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup Merci. Thomas.